Un nouveau journal avec Florence Cohen. Rebonjour Florence. Bonjour Lionel, bonjour à tous. L'épidémie de Covid devient catastrophique outre-mer, c'est le terme des autorités. Alors après la Martinique, le confinement est durci en Guadeloupe, sortie limitée à 5 km du domicile et commerces non essentiels fermés. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est attendu aujourd'hui en Martinique. Il rejoint son collègue des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Malgré l'arrivée de renforts venus de métropole, les hôpitaux sont saturés. Pour le docteur André Cabier, chef du service des maladies infectieuses du CHU de Fort-de-France en Martinique, la situation est particulièrement critique. C'est déjà important que le ministre vienne nous voir, vienne se rendre compte. Entre d'écrire des chiffres, d'écrire une citation et la voir, il y a une différence importante. Tous les jours, c'est pire. Tous les soignants présents là actuellement en Martinique, soit ceux qui le sont habituellement, soit ceux qui sont venus nous aider, n'ont jamais vu ça. Ce qui est particulier depuis 24 heures, c'est que le service des urgences, là où arrivent tous les patients, est totalement saturé. C'est-à-dire que devant le service des urgences, dans les tentes et devant les tentes qui servent habituellement uniquement à trier les patients et à les orienter, eh bien, il y a partout des brancards avec des personnes qui ont des bonbonnes d'oxygène et un flux continu qui arrive aux urgences. C'est vraiment important que le ministre vienne se rendre compte de la solidarité nationale dont on bénéficie et qu'elle puisse être prolongée parce que on sait que c'est une crise qui va durer plusieurs semaines. Le professeur André Cabier à Fort-de-France avec Diane Berger. Et les touristes sont invités à quitter les Antilles et à rentrer chez eux. Encore faut-il trouver un avion pour rejoindre la métropole, Olivier Samin. Oui, Air France, Air Caraïbes et Corsair, les trois principales compagnies qui desservent les Antilles, ont chacune renforcé leur offre en siège pour permettre un retour anticipé des touristes. Air France, par exemple, a décidé de mobiliser les plus gros avions de sa flotte, les Boeing 777-300ER, qui permettent de transporter 468 passagers, soit 162 plus que les avions habituellement affectés à la desserte de Fort-de-France. Décision comparable chez Corsair, qui a pu rajouter 50 sièges hier en mobilisant un Airbus de plus grande capacité. De son côté, Air Caraïbes, qui a reçu 300 demandes de retour anticipé en 48 heures, a pu y faire face grâce aux sièges encore disponibles dans ses avions. Mais la compagnie a décidé de programmer une escale à Fort-de-France demain pour le vol Saint-Martin-Orly, qui devait être direct et dont le taux de remplissage n'était pas au maximum. Ce seront ainsi 150 sièges disponibles de plus. Pour le moment, les trois compagnies n'ont pas prévu de vol supplémentaire, mais elles s'en réservent la possibilité si la situation l'exige. Enfin, toutes trois ont choisi d'appliquer les mêmes conditions commerciales. Pas de frais ni de réajustement tarifaire pour les changements de billets. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Alors maintenant, il faut empêcher la fermeture du pays. Le mot a été lâché hier lors du Conseil de défense sanitaire. Objectif principal, la vaccination. Les tests de dépistage du Covid ne seront plus remboursés à partir de mi-octobre, sauf prescription médicale. Et le pass sanitaire devient obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés pour les 38 départements où les contaminations vont le plus vite, c'est-à-dire en gros dans le sud du pays. Et puis une campagne de rappel pour injecter une 3e dose de vaccin aux plus vulnérables débutera mi-septembre. Ça concerne notamment les personnes de plus de 80 ans. Sachez enfin sur le dossier Covid qu'Israël de son côté impose le pass sanitaire aux enfants de plus de 3 ans seulement, autrement dit vaccin quasi obligatoire. Deux informations en bref en France. Comme les voitures, les motos aussi devront passer un contrôle technique à partir de 2023, tous les 2 ans. C'est un décret publié hier qui met en place cette mesure exigée par l'Union européenne et les motards protestent. Une enfant de 12 ans a fait une chute mortelle à Champagny en Vanoise en Savoie. Elle est tombée dans une partie avec un dénivelé de 180 mètres. Europe 1, il est 8h05. La suite du journal avec vous, Florence Cohen. On va partir à l'étranger avec les talibans qui détiennent désormais près du tiers des capitales provinciales d'Afghanistan. 10 capitales sur 34 exactement. 180 civils au moins ont été tués. L'ONU s'inquiète, l'ONG Médecins sans frontières aussi. Elle est présente dans 6 villes du pays et elle s'inquiète de la violence des conflits. Claire Adouang est adjointe pour l'Afghanistan chez MSF France. C'est une situation très très volatile. On essaye de s'adapter, mais ça change extrêmement vite. On ne s'attendait pas à ce que Kunduz soit prise par les talibans aussi vite, par exemple. On ne s'attendait pas non plus forcément à ce que Lashkar-Gah soit bombardé comme ça depuis 10 jours non plus. On est vraiment dans une incertitude totale. C'est assez rapide et du coup c'est assez violent. Donc on est dans cette situation de guerre ouverte, dans un pays où on a eu quand même un hôpital qui a été bombardé, un hôpital qui a été attaqué. On fait tous nos efforts possibles et imaginables pour que tout le monde sache bien que
nous sommes présents dans ces hôpitaux et que nous voudrions qu'ils respectent les hôpitaux comme endroit neutre. C'est vraiment un appel au droit humanitaire de base, c'est-à-dire protéger les hôpitaux pour permettre à tout le monde de se faire soigner quand ils en ont besoin. Des propos recueillis par Marion Gauthier. Les troupes américaines quittent l'Afghanistan et le président américain Joe Biden ne le regrette pas. Il l'a dit hier. Benoît Clerc, les autorités américaines s'inquiètent néanmoins aussi de cette avancée fulgurante des talibans. Oui, tant au département d'État qu'à la Maison-Blanche, le gouvernement ici ne cache pas son inquiétude et même son agacement de la situation dans laquelle se trouve l'armée dans ce pays. Tour à tour cette semaine, Joe Biden, puis le porte-parole de la diplomatie américaine, ont souligné que l'armée afghane, forte de plus de 300 000 hommes, très supérieure donc en nombre aux talibans, devait avoir, je cite, la volonté de se battre pour elle-même et pour la nation. Le retrait des troupes US annoncé en mai dernier et qui doit se terminer le 31 août prochain est une source d'inquiétude puisqu'au rythme où avancent maintenant les talibans, Washington craint que le pouvoir en place à Kaboul ne tombe entre leurs mains avant même la fin de ce retrait. Après avoir dépensé plus de 1 000 milliards de dollars en 20 ans, l'Amérique a promis de continuer à apporter son soutien sur le plan logistique et financier, mais cela ne freine pas l'avancée des talibans qui contrôlent ce matin pratiquement le tiers des capitales provinciales. Ils sont notamment déjà installés au nord du pays, une zone qui leur était pourtant jusqu'alors hostile. Ils sont aujourd'hui aux portes de Mazar et Sharif, la plus grande ville du secteur. Si celle-ci est prise, le gouvernement n'aurait plus le contrôle de l'ensemble de la région. Benoît Clerc aux États-Unis pour Europe 1. Une centaine de migrants secourus hier dans le détroit du Pas-de-Calais. Ils tentaient de rallier l'Angleterre à bord de 4 embarcations. Ils ont été pris en charge par les pompiers et par la police aux frontières. Un moment d'histoire à présent. Il y a 60 ans exactement, la construction du mur de Berlin commençait. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les soldats se déploient dans la ville. Ils déroulent les barbelés, ils posent les premières pierres. Ceux qui y ont assisté n'ont pas oublié. Hélène Cole est à Berlin pour Europe 1. Travailler à l'ouest et habiter à l'est, ou le contraire, jusqu'au 13 août 1961, ce n'était pas un problème à Berlin. La ville avait beau être divisée en 4 secteurs d'occupation, on circulait librement entre les quartiers. Angela Merkel venait juste de fêter ses 7 ans à l'époque, et pour la première fois il y a quelques mois, à l'occasion d'une rencontre avec des jeunes Allemands, elle a livré quelques souvenirs. Le 11 août, je suis encore allée du quartier de Pankow, à l'est, vers celui de Wedding à l'ouest avec ma grand-mère. Je crois me souvenir que ma grand-mère était allée acheter des cigarettes de l'ouest. Et puis nous sommes rentrés. Elle habite alors à une centaine de kilomètres au nord de Berlin, dans le Brandebourg. Elle rentre en train avec son père. On voyait des rouleaux de fils barbelés entreposés partout dans la forêt. C'était clair que quelque chose était en préparation à Berlin. Mais les gens ne pouvaient pas croire qu'on allait couper la ville en deux, qu'il y aurait peut-être un encerclement de Berlin qui serait alors isolé du reste de la RDA. Mon père avait peur de ne pas voir sa mère pendant un certain temps. Mais elle, à Berlin-Est, elle n'a jamais pensé qu'elle ne pourrait plus voir sa sœur à l'ouest. Mais voilà, c'était trop tard. C'était un moment effroyable. Je me souviens de mes parents tellement tristes. Pourtant, au mois de juin, Walter Ulbricht, le président de la RDA, l'avait bien assuré. Personne n'a l'intention de construire un mur. Même les soldats est-allemands ne sont pas au courant des plans du régime, comme Peter Guba, qui faisait encore des contrôles de véhicules à la porte de Brandebourg la veille. Ma mère est venue me réveiller en criant « Ils construisent un mur, on ne va plus passer !» Je lui ai répondu « Mais si, à la porte de Brandebourg, ça passe toujours, il y a de la place !» Et je suis allé voir, il y avait déjà des barbelés, et j'ai réalisé que oui, on était enfermés et qu'on n'aurait plus de contact avec ceux d'en face. De l'autre côté de la place, il y a Winfried, 16 ans. On passait par là tous les jours. C'était un choc terrible. Vous ne pouvez pas imaginer, quand ils ont déroulé les barbelés, on a crié en boucle « non aux barbelés ». Mais nous avons vu avec horreur les unités d'intervention de la police allemande se rassembler avec des mitraillettes. Pour nous, les Berlinois, c'était à peine croyable. Ce sont finalement les policiers de l'Ouest, aidés par les soldats britanniques, qui repoussent cette foule. Les puissances occidentales n'ont pas voulu prendre le risque d'un conflit ouvert avec le bloc de l'Est. Le mur de la honte divisera Berlin pendant plus de 28 ans jusqu'au 9 novembre 1989. Berlin, Hélène Cole, Europe 1. 8h11 sur Europe 1, tout autre chose maintenant, vraiment tout autre chose. Ils vendent des pizzas, des produits d'épicerie, ils font des réparations. Les entrepreneurs à vélo sont de plus en plus nombreux. Près de 800 en France déjà, chiffre en hausse depuis la crise du Covid. Et Lille ne fait pas exception. Reportage Maximilien Carlier.
Karim vient d'arriver dans le quartier de l'Île-Five. Il descend de son vélo cargo et ouvre à l'arrière un immense coffre en bois. Sur le haut, on va avoir toute la partie vrac sec avec le pain. Et puis sur le bas, on a les légumes, donc tous les légumes de saison qui viennent des producteurs locaux. Et en dessous, on a aussi des tiroirs. Ça va être plutôt les fruits ici. Il y a plus d'une centaine de produits au total, vendus dans la capitale des Flandres et sa périphérie. Avec le Covid, l'entreprise s'est rapidement développée. Kevin, cofondateur de Comment ça vrac. On était à deux sur un petit vélo et un Réa Pro avec Karim. Ensuite, il y a eu le premier confinement, on a dû recruter à peu près 4 à 5 personnes d'un seul coup. En 2 semaines, c'est monté en flèche en fait et à deux, on s'en sortait plus. Ils sont désormais 5 salariés. En un an, dans la métropole lilloise, augmentation des cyclo-entrepreneurs de près de 30% et cela va s'accentuer selon Yannick Paillard. C'est le président de l'association Droit au vélo à Lille. Les entrepreneurs à vélo vont s'installer sur d'autres villes que Lille, un petit peu à la fois. La machine est lancée. C'est pas un effet de mode, ça va continuer et c'est parti pour pas mal d'années, oui. D'autant plus que 100 millions d'euros vont être investis par la métropole européenne de Lille pour le nouveau plan vélo. C'est 3 fois plus que le précédent mandat. Objectif, multiplier par 4 la part du vélo dans les déplacements. Lille, Maximilien Carlieu, Europe 1. Voilà, c'est travailler en étant plus écolo. Effectivement, c'est toujours une bonne initiative. Merci. C'était le journal de Florence Cohen. Il est 8h12 sur Europe 1.